le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Embarquez pour un voyage intérieur du 2 au 4 août au hameau de l'Étoile, proche de Montpellier. Après le succès du premier congrès C'est quoi le bonheur pour vous, nous vous proposons de prolonger l'expérience avec ce week-end immersif inédit. Dans un cadre magique, venez vivre 2 jours hors du temps pour prendre soin de vous. Une expérience immersive unique, guidée par David Tan, Alexandre Antonienko et moi-même. Durant ce week-end, vous serez plongé dans un programme soigneusement conçu pour vous aider à explorer les différentes facettes de vous-même. Le corps, le cœur et l'esprit. Que vous soyez en quête de sens, de transformation ou simplement curieux de découvrir ce que la vie a à vous offrir, que vous soyez seul, en famille ou entre amis, rejoignez-nous pour ce week-end inédit qui promet d'être une expérience inoubliable. Rendez-vous sur le site c'estquoilebonheur.fr pour rejoindre l'aventure. À très vite les amis. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter Catherine Testa qui donnait une conférence au congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? Catherine fait partie de la génération des entrepreneurs engagés. Après avoir travaillé une dizaine d'années dans les domaines du développement durable et du digital, elle fonde l'optimisme.com, le premier site mettant en avant les initiatives positives en France. Son succès est immédiat, plus d'1 million de personnes suivent l'initiative via les différents réseaux sociaux. Auteure de best-sellers sur la même thématique, elle parcourt aujourd'hui le monde pour intervenir lors de conférences sur la notion d'optimisme dans les entreprises, mais aussi dans la société. Je vous souhaite une belle écoute. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'authenticité. Ah, ça marche ? Ouais. J'ai oublié ma brosse à cheveux. 35 ans de ma mère à me répéter « Catherine, coiffe-toi » pour en arriver là. Je me suis dit, finalement, ça marche avec l'authenticité. Merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Je suis ravie d'autant plus que j'ai plutôt l'habitude d'intervenir dans le milieu professionnel. Je dis souvent que j'aime bien hacker les choses. Et je vais vous poser pas mal de petites questions. La première, qui d'entre vous dirait qu'il est authentique avec ses proches ? Ah, allez, on est à peut-être un 75%. Oups. Qui dirait qu'il est authentique au travail ? Oh ! Allez, on arrive à un petit 50%. Alors effectivement, on m'a présenté, je vais peut-être raconter mon parcours. Je pense qu'il peut être intéressant et inspirant pour certains d'entre vous. Moi, je n'étais pas la mauvaise élève à l'école. J'étais au contraire, et je pense que ce n'est pas forcément mieux, la bonne élève. Donc la bonne élève qu'on veut absolument mettre dans des cases, à qui à l'époque on disait de faire latin, allemand, maths, voilà. Et du coup, j'ai un peu suivi les choses sans trop contrarier parce que, finalement, ça ne m'intéressait pas du tout. Je me rendais compte que je ne comprenais pas pourquoi il fallait, quand on me demandait des équations, que je fasse le calcul, parce que je me disais, mais je ne comprends pas, il y a des calculettes pour le faire. Pourquoi est-ce que je le fais ? Donc, je pense que j'étais un peu déjà dans la contradiction, mais ça ne s'exprimait pas, probablement, parce que je voulais faire plaisir à mes parents. J'ai appris plus tard que j'avais notamment troubles de l'attention, dyslexie, etc., etc. Je le passerai. Sauf que j'ai continué mon petit chemin, donc dans des études scientifiques, et j'ai commencé par faire de la physique-chimie. Il faut savoir que dans la vie, je dois être à peu près la personne la plus maladroite au monde. Et du coup, au bout de 3 ans de physique-chimie, vous commencez à jouer avec des molécules qui sont de plus en plus dangereuses. Et je me suis dit, OK, si je continue comme ça, vous voyez, je suis arrivée avec plein de choses. Je suis plutôt une créative dans l'âme. Une petite blouse blanche, je passais dans le décor, je faisais tout tomber. Et là, je me suis dit, OK, si je continue comme ça ne va pas le faire. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie ? Je me suis intéressée
justement à ce moment-là au développement durable, ou à l'environnement, comme on dit. À l'époque, ce n'était pas du tout à la mode. On est à peu près 15 ans en arrière aujourd'hui. Parler de développement durable, mes potes me disaient, enfin mes parents surtout me disaient, mais tu vas empêcher les entreprises d'agir. Tu vas globalement emmerder tout le monde avec cette thématique et en plus, tu n'es même pas spécialement écolo. Voilà. C'était pas que j'étais pas écolo, c'était juste que je n'étais pas du tout militante. Pour moi, le développement durable, c'était vraiment du pur bon sens. Je viens de la Normandie, j'ai un côté très bon sens paysan, très terre à terre, et j'avais l'impression qu'il fallait qu'on pense les entreprises en lien avec les gens qui constituent les entreprises, avec l'environnement et avec la société. Moi, finalement, c'est les 3 piliers du développement durable. Sauf qu'à l'époque, je n'arrivais pas à l'exprimer. Donc, j'ai commencé dans ce domaine-là, avec probablement un temps d'avance, et j'ai travaillé 7 ans dans ce domaine-là. Donc, j'ai voyagé, j'ai vécu notamment à New York, j'ai beaucoup voyagé à San Francisco, à Pékin, ce qui est bien quand on travaille dans le développement durable, on n'est pas à une opposition près. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, je disais, bah oui, mais tu vois, dans mon quotidien, je sauve le monde. Donc, j'ai le droit de voyager pour sauver le monde, c'était parfaitement logique. Pure bonne foi, hein, on ne va pas se mentir. Et donc, j'ai travaillé vraiment dans un milieu qui était hyper intéressant. J'étais sortie de la physique-chimie, mais qui m'avait, je pense, à ce moment-là, complètement détraquée. Laurent en parlait juste avant. Quand on étudie la physique quantique, on vous explique que tout est potentiel, que tout existe en même temps, et on vous théorise ça. Donc moi, les équations, je les faisais et je me disais, bon, bah, c'est cool parce que dans cette ligne de vie, je prends cette décision. Ça veut dire que dans une autre ligne de vie, je prends l'autre décision. Donc, sois tranquille dans ce que tu fais. C'est cool. Ça permet de tout relativiser. Hein, la physique quantique, c'est hyper intéressant. Bref, 7 ans de développement durable après, je commence à me dire, c'est bizarre. Je sens que je suis un peu à côté de mes pompes. Pour autant, j'avais vraiment ce qu'on caractérise du meilleur en soi. Vous voyez, job passionnant, on parle de sens. Vous savez, souvent, on parle de sens au travail. Le sens, déjà, c'est un mot qui est polysémique. Ça veut dire qu'il a plusieurs définitions. Ça veut dire qu'il a la définition de qu'est-ce qu'on ressent au travail, c'est vers quoi on va, mais c'est aussi le sens des choses, la définition. Bref, j'avais tout qui allait bien. J'adorais mes collègues, j'étais bien payée. Mon boss, quand j'ai démissionné, a été le premier à venir me visiter dans le pays dans lequel j'ai vécu après. Le meilleur en soi. Sauf que, vraiment, au fond de moi, je me disais, mais je crois que je ne suis pas câblée pour faire ça. Mais je n'étais pas câblée, d'ailleurs, dès l'enfance, en fait. Mais j'étais allée là-dedans, bon an, mal an, et je me disais souvent, j'ai l'impression d'être un peu à côté de mes pompes. Pas qu'il y ait quelque chose de factuel, mais il y avait autre chose. Et en plus, je commençais à devenir vraiment cynique, ce qui n'était pas forcément ma personnalité, mais je commençais à devenir vraiment déprimée. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, entre guillemets, de l'éco-anxiété. Il faut dire que moi, mes copains sont à peu de choses près les collapsologues que vous voyez en plateau TV qui vont vous expliquer que le monde va s'effondrer, horizon 2030, voilà, on est en 2023, voilà. Et je commençais à me dire, mais les gens ne se rendent pas compte. J'étais dans mes oppositions à moi-même, mais vraiment, j'étais un peu cynique là-dessus, et je me disais, ça n'avance pas. Et dès que je commençais à voir quelque chose qui avançait, une entreprise qui agissait, quelqu'un qui s'engageait très vite, on m'arrogeait, et ça, c'était très français. Ah non, mais de toute façon, ça ne peut pas marcher. Regarde, il va se planter, ou de toute façon, c'est bien trop petit. Et un jour, j'ai lu cette citation, alors je vous la mets, je vais la lire, c'était avant, donc c'est un avocat qui travaillait sur tous les enjeux environnementaux et qui était aussi chercheur en parallèle, qui a un jour dit « Avant, je pensais que les principaux problèmes environnementaux étaient la perte de la biodiversité, l'effondrement des écosystèmes et le changement climatique. Je pensais que 30 ans de bonnes recherches scientifiques pourraient résoudre ce problème. J'avais tort. Les principaux problèmes environnementaux sont l'égoïsme, la cupidité et l'apathie. Et pour les résoudre, nous avons besoin d'une transformation culturelle et spirituelle. Et nous, les scientifiques, ne savons pas comment y parvenir. » Cette phrase, elle a été fondamentale, parce qu'à ce moment-là, il faut savoir que je ne naviguais qu'avec des ingénieurs scientifiques, vraiment, finalement, ma formation de base, et très rationnelle. Et je me disais, il faut qu'on replace un mot dans notre société
qui est le mot enthousiasme. On n'était plus capable de s'enthousiasmer et si on voulait vraiment de façon purement théorique envisager les grandes transformations sociétales qu'on allait avoir, je me disais mais sans optimisme on va aller droit dans le mur. Il y a juste ceux qui vont alerter, donc par exemple les médias, les scientifiques, les rapports du GIEC ne sont pas plus optimistes, on est d'accord, mais derrière il fallait qu'on construise et qu'on redonne un peu de vie en fait à notre société, à notre humanité. Je me rendais compte aussi qu'en France, tout à l'heure on a parlé de l'échec. Alors l'échec, c'est pas complètement binaire, c'est pas aux États-Unis on rebondit que plus facilement. Il y a des grandes différences entre Los Angeles et New York. Il y en a aussi à l'intérieur des États-Unis, mais globalement, on a quand même un enthousiasme des choses. C'est-à-dire que quand je travaille aux États-Unis, un jour, je fais un tableur Excel, nom, prénom, email et poste des gens. J'invitais quelqu'un à une conférence. Et là, mes collègues américains me disaient « Ah, c'est brillant, bravo, incroyable !» Et là, je me suis dit, mais les mecs, ils se foutent de ma gueule, c'est pas possible autrement. Mais non, ils étaient sincères. C'est-à-dire que dès que tu commençais à faire un micro-mouvement, ils s'enthousiasmaient, mais ça te donnait de l'élan, en fait, au fil de l'eau. Et je me disais, punaise, en France, on est quand même sacrément en retard. L'optimisme, dès que tu commences à faire un truc, tu as tout le monde qui vient te dire, attends, et toi, t'en es où ? Enfin, t'es certaine, t'as tes propres peurs, t'as les peurs des autres. Et du coup, ça fait que de plus en plus, tu mets ton authenticité de côté. Parce que tu vas te conformer à ce que tes potes veulent, à ce que tes potes font, ce que tes potes considèrent la norme, et puis ta famille, tes collègues, ton compagnon, ta compagne, tes enfants, etc., etc. Et je me disais, pourtant, allez, je le sens, il faut qu'on parle d'optimisme. Et c'est à ce moment-là que je me suis questionnée, et je vous pose cette question, à votre avis, le pourcentage d'actualité anxiogène dans les médias ? Ah, j'entends 90 au premier rang. Alors, qui me dit 80 ? Qui est pour un bon 80 ? 90 ? 100 ? Ouais, ok. Le 100 à l'unanimité. Cette question, je me la suis posée en me disant, mais c'est bizarre, parce que moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a plein de gens vachement cool. Je pense que dans cette salle, vous vous direz, ah, il y a quand même plein de gens vachement cool. Et pourtant, ce n'était pas du tout ce qu'on m'envoyait dans les médias. Et quand on est à l'étranger, on consomme du média, parce qu'on a envie de voir ce qui se passe dans son pays. Et en fait, la statistique à l'époque, c'était 3 informations sur 4 est négative. Donc ça, c'était à peu près en 2015-2016. 3 informations sur 4, ça veut dire 75%. C'est quand même super dense et je vous passe des périodes comme celle dans laquelle on vit. Et donc, je me suis dit qu'en tant que bonne pro de la chimie, parce que c'est ma formation de base, eh ben, j'allais créer un média. Pourquoi pas ? Tout à l'heure, Julien intervenait, mais c'est un peu... j'ai mis la slide en dernier, c'était un peu le Jean-Claude Duss, le sur un malentendu, ça peut marcher. Je partais vraiment de là. Je l'ai un peu transformé en au pire, ça marche, qui est plus politiquement correct. Ceci étant dit, je ne m'en suis pas rendu compte parce que ça me paraissait une évidence. Et ça, peut-être que dans la salle, il y en a certains d'entre vous qui sentent qu'ils ont une évidence, qui n'est pourtant pas du tout câblée avec la réalité de leur métier, de ce qu'ils savent faire au quotidien. Et moi, je me disais, je crois que j'aime bien communiquer. Je crois qu'en plus, je ne suis pas trop mauvaise pour aller créer des trucs, pour aller créer des petits dessins, et j'en passerai quelques-uns après. Et donc, j'y suis allée. À ce moment-là, mes potes rationnels, donc je citerai Guillaume, si un jour il tombe sur cette vidéo, vient me dire, mais c'est quoi ? C'est pour les déprimer, ton truc ? Il faut savoir que Guillaume, c'est un pote que j'estime vraiment à l'époque, et c'est important de le raconter, parce que 5 ans plus tard, il est venu me dire en me disant « Meuf, j'avais pas compris à l'époque, maintenant je comprends ». Et ça, c'est intéressant à toujours se rappeler, c'est de vous dire que quand vous avez quelque chose qui vous tient au corps, quelque chose qui vous paraît une évidence, vos potes, vos proches, votre environnement est peut-être pas forcément dans la même temporalité que vous. Mais l'enjeu, c'est pas de mettre un masque pour s'adapter à la temporalité des autres, parce que sinon, on va être en souffrance en permanence avec ce côté un peu je me sens décalée. Donc c'est à ce moment-là que j'ai créé l'optimisme en me disant que c'est parce qu'on s'engage qu'on est optimiste, et parce qu'on est optimiste qu'on peut continuer à s'engager. En France, on a une vision très caricaturale de l'optimisme. Vous voyez, c'est très confondu avec la naïveté, c'est un peu « je vois la vie avec des lunettes roses ». Je viens du développement durable, j'aime bien le rappeler. Les rapports du GIEC, ils ne sont pas forcément meilleurs, peu importe ce qu'on va mettre derrière. Mais ceci étant dit, l'optimisme, c'est juste le prérequis à toute action.
qu'on décide de se marier quand on connaît le nombre de divorces, désolée, qu'on décide de devenir entrepreneur quand on connaît les galères entrepreneuriales. Moi, je ne connais pas un dirigeant autour de moi, et pourtant, je connais les successful dirigeants qui ne me disent pas, mais on a eu des coups de bol, on a eu des coups de peau, et ce n'est pas forcément facile. En l'occurrence, l'optimisme, ce n'est pas nier la réalité, c'est de se dire, ok, je fais un constat à un instant T, je me mets soit des masques, soit je me dis des masques devant les yeux en me disant, je ne regarde pas la réalité et je ne la change pas, soit je me dis, je vais essayer d'y aller. Et je me suis dit, tiens, il faut réenorgueillir l'optimisme, il faut redonner à l'optimisme ses lettres de noblesse, et j'ai commencé, et j'avais tellement honte de me dire c'est pas rationnel, ce que je suis en train de faire. J'étais tellement avec mes masques pour correspondre à la norme de mes potes de l'époque que j'ai pas osé dire que c'était moi. C'est-à-dire que j'ai créé un faux compte sur Facebook, voilà, pour aller commencer à partager le projet dans des communautés, dans des pages. Et c'est au bout de 400 000 personnes que j'ai osé le dire à mes potes. Voilà. Pour vous dire à quel point on peut se mettre des masques et on peut ne pas oser s'exprimer, même aux gens qui sont les plus proches. Pourquoi ? C'est parce que je savais que du jour où j'allais commencer à faire ça, on allait me dire « alors, t'en vis ?» Voilà. Je ne sais pas si ça parle, si certains d'entre vous se sont reconvertis. Tout d'un coup, tout le monde s'intéresse de votre santé économique. Voilà. Alors, t'en vis, mais tu gagnes du pognon avec ça. Et surtout que moi, au démarrage, je n'avais aucune idée de business model. Quand je suis allée voir mon comptable, la première fois, donc je ne connaissais pas, il m'a dit, c'est quoi votre business plan ? Alors, comment te dire ? Je lui ai dit, mais est-ce que vous voulez que je mette des chiffres dans des cases pour vous convaincre que je peux faire ça ? Je peux vous tirer les cartes aussi, on peut mettre des chiffres au choix. Il a suivi. Voilà. Je le remercie encore aujourd'hui, mais j'avais pas du tout spécialement les compétences, mais j'avais vraiment cette envie d'y aller. Tout d'un coup, on est en 2023, donc on est 8 ans plus tard. Tout d'un coup, le bonheur est devenu du business. Maintenant, tout le monde est là pour vous dire, mais le bonheur, c'est un business, c'est un ROI, donc retour sur investissement dans le monde de l'entreprise, parce que des collaborateurs heureux restent plus longtemps. J'en parlais en off tout à l'heure avec quelqu'un, limite, il faut tout monétiser pour montrer que ça a un intérêt. Moi, j'étais dans du pur bon sens. Il faut que les gens continuent à s'enthousiasmer, sinon on va droit dans le mur. Au bout d'un moment, il n'y aura plus que des messages anxiogènes, ce qui nous met dans des états de sidération en se disant « mais attendez, moi, qu'est-ce que je peux faire pour agir ?» C'est de là que d'une façon très logique, pas du tout logique aux yeux des autres, mais je suis arrivée à cette notion d'optimisme en me disant « c'est le prérequis à toute action ». Quoi qu'on fasse, si on veut créer une société qui est plus jolie, qui est plus inclusive, qui est plus belle, il faut que des gens osent faire des pas de côté. Donc j'ai créé l'optimisme en me disant, en disant aux autres, à ce moment-là, je me suis dit, c'est quoi le discours que je vais tenir aux autres ? Et là, j'ai dit à mes proches, ah non, j'ai cru qu'il y avait un écho, j'ai dit à mes proches, je vais regarder si c'est possible en France. C'est-à-dire qu'au lieu de dire, je vais créer un média et que tout le monde n'arrête pas de me demander, alors t'as envie ? Je me suis dit, je vais regarder si j'ai envie de le faire, si ça me fait plaisir dans le temps et s'il y a des gens qui vont le lire. Et ça, c'est une astuce que je donne très souvent à des gens qui veulent changer de voie, c'est au lieu de dire que vous voulez devenir peintre parce que vous savez faire de la peinture, vous dites, j'expérimente. Je regarde si je suis fait pour devenir peintre. Je peux ne pas aimer conditionner ma créativité, je peux ne pas me plaire dans la solitude. Par contre, dans tous les cas, je gagne. C'est que je valide ou j'invalide un scénario. Et donc, je suis partie un peu comme ça. Et en fait, très rapidement, on ne va pas se mentir, ça s'est emballé. Mon budget com, au total, ça a été 0. Comme je n'avais pas fait de business model, je n'avais pas du tout d'argent à injecter. Et tout d'un coup, il y a plein d'agences qui se sont mis à me regarder en se demandant tiens, comment ça se fait que ça marche leur truc ? Si ça marche, c'est tout simplement parce que c'était authentique. La réalité, c'est qu'en fait, vous savez, on organisait des événements à l'époque. Maintenant, je ne le fais plus du tout parce que je ne suis pas bonne. On parle de talent, je ne suis pas bonne pour faire ça. Je n'ai pas le talent de Julien et de l'équipe de Julien, en l'occurrence. Et en fait, je réunissais dans une même salle des gens qui partageaient les mêmes convictions. Et ça, il n'y a rien de plus fort que l'authenticité. C'est la distance la plus courte entre deux personnes. On dit souvent le sourire et la distance la plus courte entre deux personnes. L'authenticité, c'est la même chose. Ça permet de ce qu'on appelle désiloter le monde de l'entreprise. Ça veut dire ça permet de décloisonner. Ça permet de rencontrer finalement l'autre
dans qui il est et d'arrêter de se dire que parce qu'il est comptable et que moi je suis commercial, je me dis que mon postulat c'est qu'on ne s'entend pas ni l'un ni l'autre, qu'on n'a rien à partager, alors que finalement peut-être qu'on était tous les deux à la conférence de Laurent Gounel avant, peut-être qu'on lit les mêmes bouquins, etc., etc. L'authenticité a été le fondement de mon parcours et c'est pour ça qu'aujourd'hui je viens parler d'authenticité. Normalement j'ai l'habitude d'intervenir dans le monde du travail, plutôt, effectivement, sur la thématique du bien-être. Je pense que vous êtes beaucoup plus familier avec celle-là, donc j'irai vraiment sur celle de l'authenticité. Un jour, alors que je passais mon temps à critiquer les médias, on ne va pas se mentir, je disais, mais pourquoi vous nous assénez ça ? J'ai Europe 1 qui m'appelle en me disant, est-ce que tu ne voudrais pas venir dans une émission où on met en avant les initiatives positives ? Là, j'ai rencontré les journalistes. En fait, je me suis rendu compte que les journalistes, à la base, ils n'avaient pas signé pour faire ça. Ils n'avaient pas signé pour faire du fait divers. C'est tout simplement que la mécanique des médias était ainsi faite que, naturellement, notre attention, elle va être happée sur ce qui est négatif, parce qu'on est un peu des mammifères censés connaître les dangers potentiels, parce qu'on est un peu voyeurs. Donc on va se dire, tiens, il y a pire ailleurs. De fil en aiguille, on a fait des campagnes de communication dans les villes où il y a marqué si personne ne te l'a dit aujourd'hui, tu es formidable. Vous allez vous dire, ça ne change pas la face des choses, sauf que ce message, il peut tomber au bon moment pour quelqu'un. On aime beaucoup faire de la théorie, vous voyez, on aime bien les propos érudits. Moi, j'ai l'habitude de rappeler, dans ces grandes conférences avec des entrepreneurs, ma vie, elle a changé parce qu'un jour, j'ai vu une citation sur Internet, dégueulasse. On était à peu près 2015-2016. Elle avait été repartagée. On était, vous savez, à l'époque où vous faisiez un screenshot de l'écran que vous recopiez, donc elle ne ressemblait plus à rien. C'était en anglais, ça avait été partagé par un ami d'Inde. Et la citation, elle disait « Si tu n'aimes pas l'endroit où tu es, bouge, tu n'es pas un arbre. » Platon, Sénèque, Schopenhauer, on est de côté à ce moment-là. Sauf qu'il y a quelqu'un au bout du monde qui a changé ma vie parce qu'il a partagé de façon peut-être ingénue cette citation. Et depuis, moi je me rappelle d'une de mes potes qui m'avait dit « Non mais Kat, vraiment, quand on partage des citations, c'est qu'on n'a rien à dire soi-même », jusqu'à ce que je lui rappelle que j'avais changé de boîte sur la citation de quelqu'un, qui n'est même pas une citation signée. Ça nous remet toujours en notion d'humilité par rapport à la vie, parce que l'authenticité, c'est aussi cette notion d'humilité. En disant, tiens, aujourd'hui, à qui j'essaie de plaire ? Et est-ce qu'aujourd'hui, je plais à quelqu'un que dans 10 ans, est-ce que ça va être la même chose ? Et on a créé l'optimisme.pro, etc. Aujourd'hui, on est suivi par 1 million de personnes, on s'en fout, et j'ai écrit des bouquins, et j'arrive à la définition de l'authenticité, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse. Et surtout que je sais que je suis un peu bavarde. En lisant la définition de l'authenticité, c'est caractère de ce qui est authentique exact. Alors là, moi, j'aime bien parce que ça vient revoir qu'est-ce que c'est que notre vérité, j'en parlerai juste après, ou sincérité des sentiments, vérité d'un témoignage. En même temps, pour être authentique, il ne faut déjà pas se mentir à soi-même. Généralement, ça demande un travail. Julien en parlait tout à l'heure de connaissance de soi. Alors, moi, je suis pour l'accompagnement. Donc, moi, je me suis fait accompagner par plusieurs thérapeutes professionnels, psy et autres. Parce que ce n'est pas forcément facile. Souvent, on a l'impression d'être authentique, mais on l'est déjà pas avec soi-même. Donc, on l'exprime à l'autre, on s'exprime à l'autre tel qu'on n'est pas. Moi, j'aime bien cette définition de l'authenticité. C'est la notion de congruence. Alors, on voit souvent l'ikigai passer. L'ikigai, pour ceux qui connaissent, c'est à quoi je contribue dans ma société. Mais moi, j'aime bien cette notion de congruence, c'est d'être la bonne personne au bon endroit au bon moment. Je l'ai beaucoup dit quand je faisais des recrutements, en disant à quelqu'un, je ne te prends pas aujourd'hui, mais c'est juste que tu n'es pas la bonne personne au bon endroit au bon moment, mais peut-être dans quelques années, tu le seras en fait. Et ça ne remet pas du tout en cause qui tu es. Et cette notion de bonne personne au bon endroit au bon moment, elle est hyper importante. Parce que souvent, on se dit, mais par exemple, je parlais juste avant avec une ancienne prof qui avait été au bon endroit au bon moment pendant 18 ans, mais qui finalement a changé de voie pour quelque chose d'autre. Et c'est en ça que notre authenticité vient nous chercher en permanence en se disant, OK, maintenant, à quoi est-ce que je vais le mieux contribuer ?
pas forcément en faisant tout un tas de théories, mais qu'est-ce que je sens en fait au plus profond et vers où je vais. Donc la bonne personne, ça se voit pas très bien, en haut c'est, voilà, bon, Julie en parlait aussi tout à l'heure, c'est les notions de compétences, des soft skills, c'est quoi mes valeurs, le bon endroit, c'est quoi ma synergie avec les collègues, par exemple, qu'est-ce que je fais est-ce que la culture d'entreprise me correspond, et au bon moment, c'est en fonction de son étape de vie et autres. En intervenant dans beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui font fantasmer tout le monde. Je ne vais pas les citer, forcément, parce que je ne peux pas les citer, mais de temps en temps, il y a des entreprises où tout le monde a envie d'aller travailler. Honnêtement, pour rien au monde, j'irai. Alors peut-être qu'on peut se dire que passer la trentaine, ça ne marche plus, mais c'est tout simplement que ça ne correspond pas. Et l'illusion qui est souvent véhiculée par les réseaux sociaux, où on va partager, vous voyez, les cultures d'entreprise, où il fait hyper bon travailler avec des ballons licornes, ce n'est pas la réalité. Et peut-être que quand vous avez 45 ans, une vie avec des enfants, vous ne vous dites pas que vous avez envie de devoir aller à l'événement du pot d'entreprise pour aller boire des bières avec les autres. Donc c'est toujours cette notion de se questionner en se disant, bon, plus je vais vers mon authenticité, plus je vais être capable de m'adapter en me disant, ok, ce cercle, où est-ce que j'en suis, et d'être congruent. Alors, on m'a posé la question de comment est-ce qu'on va vers plus d'authenticité. C'est vrai que mon deuxième bouquin, c'était l'authenticité au travail. Et donc, j'ai essayé de réfléchir cette conférence et je l'ai fait un peu en toute authenticité avec de l'impro, parce que je l'ai fini ce matin. Jusqu'à hier soir, j'étais en train de me dire, tiens, qu'est-ce qui vient ? Et le problème, c'est qu'en parlant avec certains d'entre vous, j'ai même pris des notes en me disant, ça, faut que je le dise aussi. L'authenticité, c'est aussi ça, c'est d'arriver peut-être avec quelque chose qui n'est pas normé. Je vais vous poser la question, lesquels d'entre vous sont gauchers ? Bon, c'est à peu près 10%, ce qui doit être à peu près le nombre de gauchers. Si je vous pose cette question, c'est parce qu'il y a à peu près 80 ans, vous n'auriez pas osé le dire. Vous vous rappelez, il y a 80 ans, on demandait aux gauchers d'être droitiers. C'est à peu près la même chose pour moi aujourd'hui avec toutes les atypies, tous les masques qu'on peut se mettre pour aller cacher des pans de notre personnalité. Aujourd'hui, on les cache, peut-être que demain, ça sera quelque chose à la mode. Là, je plante vraiment une petite graine pour que chacun se questionne en se disant, mais qu'est-ce que aujourd'hui je tente de cacher qui finalement demain sera parfaitement abordable. Déconstruire, je vais beaucoup employer le mot déconstruire aujourd'hui, et ça m'a fait sourire tout à l'heure parce que c'était à peu de choses près le même langage verbal que ce qui a pu être abordé dans les conférences d'avant. On grandit tous à des vitesses différentes. Et finalement, les masques, en se disant « mais je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je me sens plus bien dans mon job, etc. etc. » Pourtant, avant, je m'y sentais bien. C'est tout simplement parce que peut-être que toi, tu avançais. C'est la même chose avec les amis. Parfois, moi, je me suis rendu compte à un moment donné que quand j'étais avec certains amis, j'allais à des soirées et je sortais de la soirée, j'étais beaucoup plus vidée que quand je n'y étais arrivée. Pourtant, c'était mes potes. Et je ne comprenais pas. C'est tout simplement parce que comme j'étais de plus en plus moi-même, je commençais à rencontrer des personnes avec qui il n'y avait pas de faux semblants, avec qui on osait finalement se pointer comme on était, parler du sens de l'univers jusqu'à 3 heures du matin alors qu'on ne se connaissait pas il y a 2 heures. Et quand mes copains étaient dans des chemins de vie qui sont ni moins bien ni mieux, c'est chacun son chemin, il n'y a pas de jugement de valeur. Mais moi, je ne me reconnaissais pas dans les histoires de taux immobiliers, par exemple, ce qui étaient les conversations de mes potes à l'époque. Ce n'est pas que c'était mieux, ce n'est pas que c'était moins bien, c'était juste que pour être avec eux, je mettais un masque. Et c'est compliqué parce qu'on arrive de plus en plus à se détacher de nos propres masques au fil de l'eau et au fil des rencontres. Plus on rencontre des personnes où on se dit tiens, c'est vrai, j'ai l'impression que ça résonne, ce mot. Vous voyez, tout à l'heure, on a un peu évoqué les questions d'énergie, d'intuition. Vous voyez, vous le sentez, il y a quelque chose de vie, d'anima qui est là. Et parfois, ça prend du temps. Et je donnais tout à l'heure l'exemple de Guillaume. C'est important de se dire que, OK, on peut s'autoriser, et ça va être le deuxième mot de ma présentation, c'est on peut s'autoriser à être qui on est. Parce qu'en s'autorisant à être qui on est, on va attirer des personnes qui nous correspondent de plus en plus. Parce que correspondre à des personnes qui finalement
ne nous anime pas, ça n'a pas vraiment de sens. Et je donne peut-être ce petit point parce que, vous savez, souvent on prend des résolutions à la nouvelle année. Et vous voyez, alors moi je suis incapable de prendre une résolution, mais chaque année je choisis un mot. Et je me dis, l'an passé, j'avais choisi le mot assertivité, parce que je me disais, j'ose pas suffisamment dire non, en ayant l'impression, parce que j'étais un fait plaisir. Je rentrais dans la catégorie de ceux qui aiment faire plaisir aux autres. Et du coup, je n'osais pas forcément dire non. Et ça a été évoqué tout à l'heure, quand on est dirigeant d'une boîte, quand on a des salariés, comme je peux l'être, quand on a des emplois du temps très compliqués, si en plus on se rajoute le fait plaisir aux autres, c'est très compliqué. Et je me suis dit, non, il faut juste que je dise et que j'exprime mes besoins. Donc c'était mon mot de l'année passée. Et cette année, mon mot de l'année, c'était l'autorisation. Je me suis dit, il faut que je m'autorise à. Donc, que je m'autorise typiquement à venir à un événement comme ça. À un moment donné, j'avais un agent, jamais il m'aurait laissé venir ici. Vous voyez ? Et je me disais, mais ça ne me correspond pas. Moi, j'ai envie de m'autoriser à. Et je vous invite vraiment à faire le test l'année prochaine, plutôt que de prendre une résolution, trouvez un mot et prenez toutes vos décisions sous la perspective de ce mot. Est-ce que finalement, vous répondez à votre besoin de l'année ? Deuxième point, c'est déconstruire la réalité. Alors, j'aime beaucoup vraiment expliquer ça parce que généralement, on met un masque pour correspondre à notre environnement immédiat et ou aux réseaux sociaux. Internet, qui est vraiment aujourd'hui censé nous ouvrir sur le monde, nous renferme sur notre propre perception du monde. Je m'explique, quand vous allez regarder une pub de canapé, d'angle droit, vous allez recevoir pendant des semaines des pubs de canapé d'angle droit. Parce que Internet n'a pas été capable de comprendre que vous n'aviez pas non plus un château avec 50 besoins de canapé d'angle droit. Mais c'est à peu près la même chose sur les articles de presse. C'est-à-dire que quand vous allez consommer un type d'actualité, on va vous proposer des articles qui sont en lien avec cette actualité. C'est-à-dire que si vous lisez des articles sur, sur les conflits, on va vous proposer plein d'articles sur les conflits. Et à l'inverse, si vous lisez des articles sur l'éducation, on vous proposera des articles sur l'éducation. Moi, j'ai 2 téléphones. Mes 2 téléphones, je les fais tourner du coup sur des algorithmes différents. C'est-à-dire qu'il y en a un que j'ai bien dressé, qui va me montrer mon réseau LinkedIn. Vous avez l'impression que c'est un peu des gens à votre image. C'est-à-dire, c'est des gens qui s'engagent, qui réfléchissent, qui sont curieux, qui sont bienveillants. La réalité, c'est que ce n'est pas la réalité de la société. On ne va pas se mentir, mon réseau LinkedIn est complètement biaisé. Quand vous allez regarder les notes d'actualité sur Google, vous savez, qui apparaissent là un peu de façon automatique, c'est hyper intéressant. J'ai des news sur Harry Styles, j'ai des news sur les ronrons des chats et j'ai des news sur l'innovation en éducation. Ça, c'est mon premier téléphone. Mon deuxième téléphone, globalement, il me randomise ce que les gens qui consomment de l'actualité voient. Donc, à peu de choses près, 90-100% d'actualité négative en ce moment. Quelques faits divers avec, parce que les stars et la nouvelle coupe des stars, généralement, ça plaît. Si j'explique ça, c'est que c'est important parce que souvent, on n'arrive pas à comprendre l'autre. On n'arrive pas à comprendre pourquoi son collègue pense de façon différente. On n'arrive pas à comprendre pourquoi nos collègues, par exemple, qui sont profs, n'arrivent pas à se dire il y a les choses qui changent. Il y a plein d'initiatives qui sont réalisées en permanence. C'est juste qu'ils ont moins de voix. Ils ont moins l'espace de parole publique que les autres. Mais notre société, honnêtement, elle est beaucoup plus belle que celle qu'on ne pense. Vous savez, souvent, on a peur de déraper sur scène, on a peur de ceci, cela. Si moi, je commençais à trembler sur scène, à tomber, je pense que vous seriez plus en empathie avec moi, en se disant « tomber, c'est drôle », en fait. Non, la réalité, c'est que notre société est bien plus belle que ce qu'on ne veut en faire part, en fait, parce que, globalement, le négatif est beaucoup plus attirant pour beaucoup, et notamment pour les médias, parce que ça happe notre attention. Si je dis ça, c'est aussi pour vous expliquer que de plus en plus, on est dans une société qui est binaire, en fait. Autrefois, quand vous postiez quelque chose sur les réseaux sociaux, il y avait les commentaires qui étaient par ordre chronologique. Vous voyez, sur le dessus de la pile, tomber le commentaire le plus récent. Maintenant, on peut liker les commentaires. Donc, les commentaires qui sont les plus likés sont généralement les plus agressifs dans un sens ou dans l'autre. Non, mais l'éducation positive, bande de grands crétins, il faut arrêter avec cette tendance.
où les mecs, faut y aller à fond. On est dans une société où il n'y a plus de nuances. En fait, tout est très binaire. Le développement durable, le climat, ça se réchauffe ou ça se refroidit presque, hein, ou ça existe ou ça n'existe pas. Il n'y a plus du tout cette sens de nuance, ce sens de l'humilité en se disant, mais peut-être qu'entre les deux, il y a une granularité, mais finalement, on est dans une société où de plus en plus, il faut avoir un avis. Et ça, je le partage parce que pour tous ceux qui essaient d'entre vous de correspondre en fait à un moule, moi, je me suis rendu compte que dans certaines sociétés, il y avait des services où c'était vraiment absolument incroyable, très joyeux, et dans d'autres, pas du tout. Mais en fait, il suffisait de se déplacer d'un étage pour voir une culture d'entreprise complètement différente. Et notre référentiel, souvent, on le dit, quand vous êtes, vous savez, quand vous êtes dans de l'air pollué, par exemple, à Paris, vous vous en rendez pas compte, c'est en arrivant à Arcachon, en prenant que vous vous dites « Oh la vache, c'était pollué à Paris ». Et souvent, on ne se rend pas compte que nos milieux, parfois, peuvent être toxiques. On ne se rend pas compte que notre norme, en fait, correspond juste à une vision à un instant T, déjà à une vision de la société à un instant T. Donc c'est pour ça, moi, souvent, on me dit, quand je fais des conférences optimistes, on dit « Moi, je suis réaliste ». Alors, je trouve que le réalisme, c'est d'une arrogance absolument à toute épreuve. Ça veut dire que tu as compris les enjeux sociétaux, démographiques, écologiques, politiques, humains. Bravo de m'expliquer que toi, tu es réaliste. En réalité, personne ne peut être réaliste, personne n'est absolument Madame Irma. Tout se transforme au fil de temps. On en parlait tout à l'heure avec l'intuition, on parlait de physique quantique, tout ça se module et je ne rentrerai pas là-dedans. On est aussi dans une société où en ce moment, on est très friand de la critique et on est tous capables d'imaginer le pire. On est tous capables d'imaginer un bon scénario catastrophe, un bon tsunami, un bon tremblement de terre, bonne pandémie en plus. Et en fait, on est... parce que notre imaginaire est beaucoup conditionné par ça. Il y a beaucoup de films dystopiques, en fait. Mais quand vous commencez à dire aux gens, mais alors c'est quoi un futur souhaitable ? C'est quoi un futur souhaitable avec l'intelligence artificielle ? Alors là, vous allez me dire, ah ben non, les outils restent des outils neutres. Tout à l'heure, j'ai critiqué Internet en disant ça nous renferme sur notre propre vision de nous-mêmes. Mais ce n'est pas l'outil, c'est nous, les utilisateurs de l'outil, en fait. Et si personne n'est capable de se prêter à des scénarios positifs, oula. C'était pour voir si vous étiez réveillés. Si personne n'est capable de se prêter à des scénarios positifs, en fait, on n'est jamais capable de créer que la société qu'on est capable d'imaginer. Donc, si on se met des masques, si dans notre quotidien, on crée finalement des futurs à l'image de nos masques, notre authenticité, elle est complètement de côté. Et des gens qui n'osent pas agir en se disant « mais je suis le seul, de toute façon, c'est pas possible », il y en a tellement. Tout simplement parce qu'on n'a pas été capable d'imaginer des futurs souhaitables et qu'on ne nous a pas appris, en fait, la notion, tout à l'heure, on parlait de connaissance de soi, mais il y a aussi la notion, tout simplement, de confiance en ses capacités d'agir. On est dans une société où on nous a répété sans arrêt que les cimetières étaient remplis de gens indispensables. Parce que cette phrase, certains d'entre vous ont pu l'entendre, dans leur cadre professionnel, comment déposséder les gens de leurs propres compétences ? Tout à l'heure, je disais quand j'avais fait des maths mention S, parce que c'était normal, mais qui me dit que demain, faire du dessin, ça ne sera pas infiniment plus important ? On est toujours, en fait, en France, dans une société où on pense à un instant T. On est vraiment dans un espace socio-culturel très temporel, alors que moi, je me dis, tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Par contre, je sais que mes seuls imaginaires, ce que je peux inventer, est la somme de ce que je vais lire, de ce que je vais regarder, des orateurs que je vais entendre, des gens que je vais croiser. D'où cette importance absolument du lien pour avoir des gens qui, un jour, vous disent « Allez, vas-y, c'est possible ». Parce que si vous êtes tout seul avec votre idée, honnêtement, c'est compliqué. Déconstruire notre propre perception des autres, on est très fort pour se dire que les autres sont plus sachants que nous. C'est-à-dire que quand vous regardez quelqu'un, soit vous vous dites qu'il ne connaît pas grand-chose, parfois ça peut être le cas, on ne va pas se mentir, soit vous vous dites « Oh là là, tout ce qu'il connaît et que moi je ne connais pas ». Et ça, plus on avance sur un parcours de découverte d'un sujet, plus on se rend compte qu'on est face à un vide intersidéral de connaissances. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas, et plus ça va, plus on continue. Sauf que la réalité,
C'est qu'on sait un petit bout du système et qu'on a besoin de tout le monde. Tout à l'heure, je vous parlais du fait que parfois on met les créatifs, les artistes de côté. Mais la réalité, c'est que pour construire notre société, on a besoin de tout le monde. Ça a été démontré. On peut mesurer le QI d'un groupe, et le QI d'un groupe est d'autant plus important que les gens dans le groupe sont différents. Alors, je vais vous faire un grand raccourci des études. On va pas se mentir, c'est du grand raccourci. Mais globalement, on a besoin de tout le monde pour co-créer, en fait, notre société de demain. Et ça, plus on l'intègre, plus on commence à se dévêtir de ces masques en se disant, mais alors en fait, ce qui va faire ma différence, mon avantage concurrentiel dans le monde de l'entreprise, c'est le fait que je suis, par exemple, créatif. C'est le fait que j'ai une pensée en arborescence alors que je travaille avec des ingés qui ont des pensées linéaires et structurées et scientifiques. C'est peut-être que je suis geek dans ma vie privée et j'adore jouer aux jeux vidéo, en fait. Et c'est ce qui on est, en fait. C'est notre véritable authenticité qui vient enrichir le groupe. Important de se dire aussi, je pense que moi, j'ai fait la paix avec plein de choses le jour où je me suis dit, mais attends, moi, imparfaite, je pense qu'il n'y a pas de problème, et ça va au-delà de la coupe de cheveux du moment. Mais moi, imparfaite, mais globalement, toi, imparfait ou toi, imparfait aussi. Donc c'est cool, on va parler sur un pied d'égalité. Ou alors vous faites l'inverse, vous vous dites que vous êtes parfait dans votre imperfection. Voilà. Mais la réalité, c'est qu'on est tous imparfaits. À partir du moment où on ose dire ça, on écoute l'autre avec ses talents en se disant « Putain, c'est cool, toi, tu arrives à faire des tableurs Excel. Moi, je ne sais pas faire un tableur Excel. » Mon comptable, au démarrage, me disait « C'est bizarre d'aimer faire ça. » Maintenant, je me dis oh, « C'est trop cool que toi, tu saches faire ça parce que moi, je ne sais vraiment pas le faire. » Et donc, c'est cette notion de regarder aussi avec émerveillement l'autre. Et plus on va regarder l'autre avec émerveillement, plus soi-même, on va aller de plus en plus vers son authenticité. Tout à l'heure, je vous parlais des réseaux sociaux qui nous font complètement délirer. Autre point de ce qu'on doit déconstruire, c'est le regard des autres. Je donne souvent cet exemple, qui est pareil, mon ancien coloc, Erwan, grand philosophe lui aussi, évidemment, qui un jour me dit, mais Catherine, donc je vivais une rupture, j'étais vraiment en larve un samedi après-midi sur mon canapé, il faisait beau dehors, mon ancien coloc qui rentre dans la chambre en me disant, mais tu peux pas laisser quelqu'un qui n'est pas dans la pièce dominer ton humeur du jour. C'est double peine pour toi, il passe peut-être une très bonne journée. T'es en train de flinguer la tienne, meuf, c'est pas logique. Voilà. Moi, j'aime bien citer des philosophes. Voilà. Mais en même temps, cette phrase, elle a été hyper intéressante parce que je me suis dit, c'est vrai, en fait, l'authenticité, souvent, c'est que on va manquer d'authenticité parce qu'on va vouloir répondre à des normes, à des injonctions, à ce que les autres attendent. Tout à l'heure, moi, je vous disais que j'étais une fait plaisir. Et puis, un jour, je me suis dit, mais attends, mon énergie, à quoi je la crame, là ? Et du coup, il faisait très beau ce jour-là, donc j'ai fini par sortir. Alors, on ne va pas se mentir, j'avais mon petit nuage noir qui se baladait sur ma tête au fil de la balade. Mais cette phrase, elle a été centrale, parce que quand vous commencez à avoir un peu la moulinette qui est en train d'arriver en disant « mais l'authenticité, c'est quand même vachement difficile d'aller vers de l'authenticité », vous dire que de toute façon, il y a des gens qui vont vous accepter dans votre instantanéité, dans votre authenticité à un instant T. Il y aura toujours des gens qui vont vous correspondre. C'est une erreur de penser qu'il n'y a personne qui peut vous comprendre. Au démarrage, moi, je me sentais un peu la perchée de service dans un monde de rationnel parce que la physique quantique m'avait complètement, de toute façon, détraquée. Un jour, je me rappelle, et je le dis souvent, je lis un bouquin de Paulo Coelho, donc c'était il y a des années, je me dis « Oh, on est deux !» Après, j'ai découvert qu'éventuellement, il avait 18 millions de lecteurs et je me suis dit « c'est juste que je ne les avais pas vus !» Forcément, je taisais un peu ce côté parce que j'étais un peu la perchée de service, un peu l'utopiste de service et autres. Mais ça dépend de la norme. Alors, les avantages. J'ai encore une petite vingtaine de minutes. Quelques avantages. On en parlait tout à l'heure. Donc, j'ai remis la statistique et l'étude que Julien a citée tout à l'heure. On disait tout à l'heure que le lien social, c'était ce qui était fondamental dans notre société. Et j'aime bien quand même vous rappeler qu'aujourd'hui, on est dans une société, et je le disais souvent parce que je faisais des conférences côté Los Angeles en 2019, donc avant les confinements, et les gens à Los Angeles me disaient « Putain, il n'y a plus personne qui veut venir dans les bureaux. » Maintenant, quand on fait des conférences en entreprise, il faut faire un cadeau aux collaborateurs pour qu'ils viennent dans les bureaux.
Parce que, forcément, les États-Unis, ils ont un petit coup d'avance, notamment Los Angeles, et ils me disaient, regarde, il y a Netflix, il y a Uber Eats, pourquoi est-ce qu'on sortirait ? Le télétravail a été instauré, il me disait, il y a des supermarchés, il y a la culture des États-Unis, je ne sais pas pour ceux qui connaissent, mais le supermarché, c'est vraiment un lieu de passage. Il y avait des supermarchés qui sortaient de terre et il n'y avait personne qui allait dedans parce que les gens étaient de plus en plus enfermés. Important de le rappeler quand on sait qu'un des facteurs du bonheur qui est toujours cité, le lien social, en fait, on est de plus en plus en train de il se délite de plus en plus. C'est pour ça que des événements comme celui-là, c'est pour ça que je suis très heureuse d'être là, c'est que très vite, on peut être enfermé dans notre algorithme, on peut être enfermé dans nos masques parce qu'on se dit, la norme, c'est ça. Et la norme, en fait, quand vous grandissez dans une famille d'artistes, c'est pas la même que dans une famille où on vous a dit de faire S mention maths. Moi, maintenant, je me définis par ma casquette d'auteur. Pourquoi ? Tout simplement parce que je suis plutôt une créative. Et c'est vrai que j'ai un bureau qui est rempli de bouquins, j'ai un bureau qui est rempli de crayons, j'ai un bureau qui est très dense. Et quand on rentre dans le bureau d'une créative, on se dit « Ah, c'est normal, c'est une artiste ». Si vous avez le même bureau dans votre travail, on vous dit « Ah, c'est pas s'ordonner ». Pour vous dire que les normes, elles dépendent vraiment juste de à quel moment vous l'apprenez. C'est quoi une norme, en l'occurrence ? Maintenant, moi, j'aime bien la casquette d'artiste. Voilà. Tout ça pour vous dire que cette notion de lien, elle est fondamentale. Et si vous n'êtes pas vous-même, si vous n'êtes pas authentique, vous allez forcément rencontrer des gens qui correspondent à votre non-authenticité. Et vous vous direz, c'est bizarre, je me sens seule, il y a quelque chose... Voilà, il y a quelque chose qui détraque et j'aime. Alors, elle n'était pas très joyeuse cette slide, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, 1 Français sur 5 se sent seul et les 3/4 n'osent pas le dire. Tout simplement, parce que la solitude, ça ne veut pas dire ne pas être. Ça veut pas dire ne pas avoir de groupe, en fait. On peut se sentir seul parce que personne ne partage les valeurs, que personne ne nous comprend. En l'occurrence, moi, ce qui m'a sauvée, c'est tout d'un coup de devenir moi-même et de rencontrer des gens qui se posaient des questions sur l'univers. Je me suis dit, oh, c'est cool. 3e point, rencontrer les bonnes personnes, se détacher du regard des autres, ça j'en ai un petit peu parlé. Quand on est authentique, souvent, ça peut être confondu avec de l'égoïsme. Genre, trop d'authentisme, ça, c'est égoïste. Et j'en parlais tout à l'heure aussi avec quelqu'un. Je me suis dit, j'ai hésité à venir en pyjama en me disant, la vraie preuve d'authenticité, c'est comme un samedi où de temps en temps, tu t'habilles, il est 13h. Voilà. Je me suis dit, je ne vais pas aller jusque-là parce que c'est peut-être un manque de respect. Peut-être qu'un jour, j'oserais aller jusque-là, mais bon. Mais s'autoriser à être authentique, c'est autoriser l'autre à l'être. Moi, le nombre de personnes, alors notamment dans des milieux très cartésiens, des milieux journalistes qui viennent me dire « Mais moi aussi, je me suis posé la question !» qui n'osent pas le dire, vous voyez, et quand on l'est soi-même, tout d'un coup, on autorise les autres à l'être. J'aime bien dire ça, les livres les plus vendus, les plus lus, c'est les livres de dev perso. Alors, on n'aime pas le sujet, on aime le mot, peu importe. C'est pas ça la question. C'est juste pourquoi personne ne le dit. Dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise, quand j'interviens sur des thématiques, j'interviens sur l'optimisme. Donc, je ne suis même pas du tout sur ces sujets-là. Tout d'un coup, il y a des collaborateurs qui bossent dans la même boîte depuis 20 ans qui disent « Ah, ça t'intéresse, toi, cette thématique ?» Parce qu'ils n'ont pas encore eu le prétexte à la rencontre. Et en fait, ils se sentent seuls, mais dans le bureau d'à côté, ils se rendent compte qu'il y a des gens qui se posent les mêmes questions, qui ont exactement les mêmes passions qu'eux. On est dans une société aussi du jugement. Et c'est vrai que quand on est authentique, on commence à arrêter de juger l'autre. On arrête de juger l'autre en se disant « il n'a pas compris grand-chose ». Vous voyez, on arrête de juger l'autre en se disant « mais il est ceci, il est cela ». Et c'est vrai que notre société, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on est de plus en plus dans une société où on va noter les choses. Vous allez au resto, ah, vous avez aimé le resto, vous sortez un nouveau bouquin, alors vous avez aimé le bouquin, vous allez à l'hôtel, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de l'hôtel ? En soi, l'amélioration, elle est hyper intéressante, c'est vertueux d'avoir des retours pour savoir comment s'améliorer. Sauf que, moi, je me rappelle de mes copies quand j'étais gamine. On me rendait ma copie d'école. À aucun moment, j'allais regarder pourquoi il fallait que je m'améliore. C'était juste un jugement, c'était une note. Et
plus on va juger en permanence les autres, plus on va confondre le jugement et l'amélioration. Ah j'ai pas aimé le dernier album de Mika, il a changé de style. C'est juste du jugement, ça va rien changer. Tu te rends pas compte qu'il a mis toute son énergie, tout son amour, toute sa sincérité dans la création de son album. Quand on est auteur, tout d'un coup, il y a des gens qui disent que le bouquin a changé leur vie, il y a des gens qui disent moi j'ai pas appris grand-chose, mais c'est OK en fait. Mais on a envie de plaire à tout le monde, et c'est certain qu'aujourd'hui, quand tu es authentique, tu vibres d'une certaine façon. Tu as ton style. Moi, je sais que je fais des conférences, il y a des écoles de conférenciers où il faut mettre les mains comme ça, etc. Je m'y suis toujours refusée en me disant, mon style, il va plaire à 90%, il y aura 10% à qui ça ne plaira pas, et c'est OK, au moins je ne perds pas mon authenticité. Merci. Généralement, je me coiffe. Allez, encore un point. Oui, c'est bon. Je regarde Julien, je regarde les maîtres du temps, je regarde Anne-Sylvie. On est tous vulnérables. Je crois que c'est aussi un message qui est fondamental parce que notre authenticité d'aujourd'hui, elle n'est peut-être pas forcément notre authenticité de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a envie d'agir sur un sujet. Demain, notre cause se transformera peut-être, mais la réalité, c'est qu'on est tous vulnérables. On est en train de vivre dans une société qui est bousculée en permanence. Notre authenticité, c'est ce qui va faire qu'on va créer de la solidarité avec ceux qui nous correspondent. C'est ce qui va faire qu'on va avoir de l'élan pour agir au quotidien. Parce qu'au lieu d'avoir des gens qui vont nous dire « Non, mais en même temps, ce que tu es en train de faire, moi, je ne comprends pas », il y aura des gens qui vous diront « Mais moi, je comprends. Ça paraît complètement délirant, ton truc, mais je comprends. » Et des projets qui étaient complètement délirants, nous, on en suit depuis le démarrage. Je pense que Julien, ça doit être plein aussi. Des idées qui paraissaient inconcevables il y a 10 ans, il y a 6 ans, aujourd'hui sont réalité. Donc cette notion de, oui, on est tous vulnérables, c'est-à-dire que même les plus grands entrepreneurs ont des phases de doute. L'authenticité, je vous la fais courte parce qu'il faut un peu de prospective, je pense que c'est aussi intéressant. Je joue avec les outils informatiques, évidemment. Aujourd'hui, tout le monde a entendu parler de ChatGPT. ChatGPT, il y a des prompts, donc c'est-à-dire des trucs qui vont coder ChatGPT, dont un qui est écrire un livre, alors je sais plus, écrire un livre en un clic. Moi, je suis auteur. Je me suis auto-écrit Oser l'optimisme quand même, le livre qui est sorti il y a quelques années. Franchement, ChatGPT, hyper intéressant. Pas à dire, parce que ChatGPT, il parle toutes les langues, il parle tout... il est capable de te structurer un plan. Moi, j'ai plutôt une pensée créative et très holistique. Du coup, mon truc, c'est pas forcément linéaire. Sauf que la différence entre nous et la machine demain, c'est l'énergie, nos vibrations. Qu'est-ce qu'on apporte aux autres? Qu'est-ce qu'on apporte au monde? Tout à l'heure, je vous disais, les cimetières sont remplis de gens indispensables. Oui, c'est certain. Si tu es DAF, tu seras remplacé. Si tu es comptable, tu seras remplacé. Si tu es auteur, tu seras probablement aussi remplacé. Par contre, qui tu es, tu es irremplaçable. Le fait que tu fasses des bonnes blagues à la machine à café, c'est hyper important, mais ce n'est pas dans ta fiche de poste. Tu vois, et tu manqueras toujours aux autres pour qui tu es, pas seulement pour ce que tu fais. Et finalement, l'authenticité, honnêtement, ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais c'est presque un investissement parce que c'est ce qui te rend différent de la machine. La machine, pour le moment, elle est capable d'aller synthétiser ce qui est dans la machine. Elle n'est pas capable, aujourd'hui, de prendre ses 2 papates pour venir vous voir. Elle sera capable de générer des émotions. Ils sont en train de lui apprendre tout ça. Par contre, les relations one-to-one, cette notion de sérendipité, d'imprévu, d'échange, la machine, elle ne saura pas le faire parce qu'elle répond à des requêtes. Et donc, c'est aussi presque intéressant en avantage concurrentiel, l'authenticité. Est-ce possible dans le cadre professionnel? Je vais finir là-dessus parce que je pense qu'il va falloir manger dans pas longtemps. On parlait d'hédonisme tout à l'heure. Première chose, oui, sortir des clichés. On passe notre temps à vraiment penser que l'autre est comme ça. La réalité, c'est que dès que vous commencez à vous connecter, moi je rencontre des artistes, des dirigeants, des gens que tu ne connais pas, mais tu sais que ça fit, tout simplement parce qu'il n'y a pas de faux semblants. Donc si vous vous dites que, pour tous ceux qui tout à l'heure me disaient « je ne suis pas moi dans mon milieu professionnel », tentez des hacks. Moi, à un moment donné, je posais le mot synchronicité.
je regardais les gens qui le comprenaient et je me disais, tiens, s'il le comprend, c'est peut-être qu'on a des trucs à partager. Voilà, donc ça c'était mon hack à moi, mais il y en a plein pour voir si un sujet va répondre. Parce que dans des groupes, de manière statistique, il y a toujours des gens qui vont correspondre aussi à qui vous êtes. Et ne pensez pas que ce n'est pas le cas. Moi, vraiment, en intervenant dans des boîtes vraiment très normées, des groupes industriels, etc., on rencontre des gens, mais absolument, qui ont lu plein de choses, qui sont très érudits, juste qu'ils ne l'ont jamais partagé dans leur cadre professionnel. Ça, je la passe devant les COMEX, cette slide. Je me suis dit que j'allais quand même vous la mettre. Tout à l'heure, je vous parlais d'optimisme et je vous disais, c'est pas voir la vie avec des lunettes roses, mais sourire, ça ne nous rend pas plus cons. Parce qu'il y a une forme d'arrogance en France à la critique paraît plus érudite. Mais tu peux tout à fait justement avoir encaissé la critique, te dire « Ouh là là, ça va être complexe, et comment est-ce qu'on agit ?» Et vous pourrez toujours déplacer le centre de gravité de la norme, c'est-à-dire qu'un système social, un système de personnes, en fait, s'automoule les uns sur les autres. Et ce qui fait qu'on ne va pas du tout vers l'authenticité, c'est parce qu'on n'ose pas, parce qu'on a peur. Mais plus vous avez de personnes authentiques, plus vous osez. Et d'ailleurs, dans le monde du travail, les personnes souvent authentiques, ça va être, on le dit souvent, tu as plein de gens en costard-cravate qui bossent pour des gens en chemise à fleurs. Ça va être, vous savez, parce que le PDG, il a un t-shirt ou une chemise à fleurs, voilà, pour aller au bout de la pensée. Ça va être le commercial qui a fait ses preuves ou celui qui n'a pas peur d'être viré. Mais demain, il faut qu'absolument on y aille de plus en plus parce qu'on est dans une société où, on ne va pas se mentir, je viens de la veine du développement durable, on a quand même pas mal de défis. En éducation, voilà, vous avez pas mal de défis. Mais derrière, on va avoir besoin d'une vraie solidarité. Et la vraie solidarité, elle vient se chercher à partir du moment où on est là dans notre singularité. J'ai un ami, Antoine Brachet, qui dit souvent réenchanter les soleils humains. Et j'aime beaucoup, je trouve que c'est très poétique de se dire qu'il faut réenchanter, il faut se réenthousiasmer au quotidien, parce que c'est important, on ne voit pas l'autre. Alors bon, ça c'est une autre métaphore. Tout à l'heure, je vous disais les bonnes blagues à la machine à café, qu'on ne voit pas forcément. Alors je ne vous dis pas, et je ne veux surtout pas faire une injonction d'y aller, de vous dire injonction à l'optimisme et faire en sorte que tout le monde se fasse virer demain. Ça, je le passe parce que maintenant, moi, j'ose me permettre ce genre de truc sur mes réseaux sociaux. Il faut savoir que je suis suivie par plutôt globalement des RH. Donc on peut se dire au démarrage, ils ne sont pas très drôles les RH, mais moi j'ai rencontré que des RH super sympas, des dirigeants de boîte, des PDG inabordables qui me suivent. Et de temps en temps, j'ai des instants de doute. Là, c'est un clavier canard, ça fait coin-coin quand on appuie dessus. Mais j'avais envie de partager ça à cet instant T. Voilà. J'y suis allée. Je ne vous dis pas qu'il faut aller, on va dire, jusque-là. Ça, j'avais essayé de le partager sur LinkedIn, ça a fait un flop. Visiblement, voilà, citer Jean-Claude Duss, pour le moment, on n'y est pas encore sur LinkedIn. Mais je me le suis autorisée en me disant, c'est pas grave, ils n'ont pas le même humour que moi. Bon, voilà, tout va bien. Et surtout, voilà, ça va être vraiment étape après étape. Ça fait faire des impairs, l'authenticité. Je donnais cet exemple, pareil, tout à l'heure en off. Un jour, je suis à une conférence des RH d'Afrique, Moyen-Orient, qui sont là. Et quelqu'un, donc on est à une conférence en anglais, je suis dans un grand groupe pétrolier. Quelqu'un me demande, c'est quoi votre plus grande fierté ? Et là, moi, de but en blanc, je lui dis, tous mes petits dessins, vous voyez les petits là, il y a des entreprises qui les mettent dans leurs toilettes. J'ai été hyper fière de moi, parce que pour moi, c'est le meilleur endroit pour afficher mes dessins. C'est là où on les voit. Et vraiment, c'était profondément vrai, mais ça ne correspondait pas du tout à la culture de la salle. J'ai fait un vrai flop, donc c'est aussi ça, je pense qu'il est important de rappeler, c'est que l'authenticité, parfois, ça nous fait faire des flops. Il faut être quand même un peu bien dans ses pompes, parce que je suis revenue de ce truc-là en me disant... On m'avait payé cher pour venir faire cette blague, j'avais eu peur. Mais mon interlocuteur m'avait dit « Ah, c'était frais, ça a fait du bien ». Donc voilà, sachez que l'authenticité, on peut aller jusqu'à mettre des canards et faire des mauvaises blagues, et ça peut passer. Merci beaucoup pour votre écoute. Presque dans les temps. Wow. Merci.
Merci infiniment, merci pour votre bonne humeur, votre peps. Alors, comme il reste encore 2 petites minutes, est-ce que Catherine, je suppose, oui, accepte quelques petites, peut-être des questions. Est-ce qu'on a des questions dans la salle où tout le monde a très faim et tout le monde a envie d'aller déjeuner? On peut prendre Là-bas. des questions en off en mangeant aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut bien apporter un micro là-bas? Oui, c'est juste pour les internautes aussi, ne pas les oublier. Nos internautes, si on peut entendre la question. Merci, merci, merci. Hop, 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 là, 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 là. Ah oui, vous l'avez. Anne, elle ne l'a pas vu. Ça s'appelle la solidarité. Le micro va passer. Voilà. Hop, hop, hop. Merci. Merci beaucoup, Catherine, pour ton énergie et ta bonne humeur. Ça fait vraiment du bien. J'ai une question très simple. Est-ce que pas l'authenticité, je reviens sur l'optimiste. Est-ce que l'optimiste, c'est pas tout ça une question de mindset, une question d'état d'esprit? C'est une question de posture. De toute façon, c'est un choix, en l'occurrence. C'est En fait, pour moi, je me dis, mais à partir du moment où on sait qu'on ne connaît pas l'avenir, après, derrière, tu rentres dans des théories, hein, on peut se poser la question. Derrière, tu fais le postulat, qu'est-ce qui t'anime le plus? Est-ce que c'est finalement le pessimisme en te disant, moi, je sais pas, je fais de la prévention des risques dans le monde du travail, donc le pessimisme, je m'épanouis dans le pessimisme, ou l'autre qui se dit, non, moi, au quotidien, j'ai besoin d'optimisme. Donc, en vrai, c'est un mindset, c'est un choix, ça se travaille aussi, parce que ça se déconstruit par rapport à ce qu'on a appris. On a besoin des deux aussi. Je pense que c'est aussi important de l'évoquer. S'il n'y avait que des optimistes, on irait aussi droit dans le mur. Par contre, ça a autant de valeur que le pessimisme. Moi, c'est vraiment mon message. C'est certain, en fait, que quand tu veux innover, quand tu veux monter ta boîte, si tu te dis c'est pour la fermer dans 3 ans parce que je me serais pris un contrôle fiscal, ça marche un petit peu moins bien, tu as un peu moins d'enthousiasme de l'action, en vrai. Moi, je pense que l'optimisme, ça permet de l'enthousiasme aussi. C'est un mot qui me tient à cœur, ça permet une autorisation. Ça ne t'affranchit pas des pets de la vie. La réalité, c'est que les optimistes, ils ont clairement la même vie que les autres. Ils vont avoir les mêmes ruptures, les mêmes deuils, etc. Mais on va avoir probablement une capacité. En fait, on va faire le choix, en fait, non pas de nier la réalité, mais de se dire, OK, comment est-ce que j'accueille ce qui se passe. Moi, je dis souvent, j'ai l'impression d'être dans Mario, dans un jeu vidéo. Ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a différents niveaux, qu'à chaque fois, je vais avoir un défi à passer, qu'il y a des niveaux où la musique fait un petit peu plus peur que l'autre, mais je vis vraiment ma vie comme ça. C'est une posture qui me permet de garder de l'optimisme. C'est mon choix à un instant T. Faut pas que ce soit un choix contrariant. Moi, il y a eu des moments où j'en avais marre, et donc ça me saoulait parce que j'avais la casquette optimiste au quotidien, donc on m'attendait pour ça. Puis moi, j'étais un peu en me disant, ça va pas. Bon, tu as des moments aussi où tu n'es pas optimiste. Par contre, c'est un choix qui est vertueux quand on veut aller de l'avant, parce que sans optimisme, en fait, c'est prérequis à une action, en fait. Mais que tu rentres sur un cours de tennis, en l'occurrence. Merci beaucoup. Je vois que l'heure tourne. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre « C'est quoi le bonheur pour vous ?» que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes, entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.